Alors dans cette deuxième séquence de la leçon dédiée au langage, nous entrons un peu plus en détail dans la problématique et le plan du sujet. En quel sens peut-on dire que nos paroles nous trahissent ? Alors, première partie de la dissertation, le langage exprime infidèlement la pensée, donc nos paroles nous trahissent en effet bel et bien, et cela pour deux raisons, qui sont les deux axes de cette première partie. Premièrement, parce que le langage serait inapte à exprimer la sensation, et deuxièmement, parce que ce langage, par principe, simplifierait et rigidifierait toute pensée. Alors deuxième partie, donc le langage comme seule expression possible de la pensée et du réel, pour prendre le contre-pied évidemment du premier temps. On peut rappeler dans un premier axe avec Hegel dans sa philosophie de l'esprit que c'est dans les mots que nous pensons. Dans un deuxième temps, établir en quoi il y a dans la langue une structure ambiguë qui serait peut-être à l'origine de l'impression de trahison par nos paroles. Je dis bien impression, puisque cette trahison, de fait, n'en serait peut-être pas une. Enfin, on peut terminer une dernière sous-partie dans ce grand 2 en rappelant quelle est la double équivocité du langage, soulevée par exemple par Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophicus. Pour reprendre le premier axe, donc le langage, tel qu'on l'a présenté, est inapte à exprimer le sentiment et la sensation. C'est la limite expressive de la langue qui empêcherait d'ailleurs qu'on puisse se prononcer sur notre vie affective, nos émotions, nos sentiments. Leibniz rappelait joliment en son temps qu'on ne pouvait pas connaître le goût de l'ananas en écoutant simplement le récit que pouvaient en faire les voyageurs ou explorateurs. Bergson souligne pour sa part également qu'il y a une dimension incommensurable de la pensée avec le langage. Le langage, par principe, ne peut pas traduire tout ce qui relève de la pensée. Le deuxième temps doit enfoncer le clou, oserais-je dire. Le langage, par principe, simplifie et rigidifie la pensée. Dès que le mot est général, on tombe dans le concept, pourrait-on dire. Alors certes, ce concept est inévitable, il est requis, il est nécessaire pour la pensée, mais le risque, c'est que cette pensée devenue conceptuelle, devenue généralisante, à prétention universelle, nous fasse perdre peut-être la singularité de tel ou tel ressenti, de telle ou telle émotion qui deviendrait intraduisible. Ainsi, il faudrait en déduire que les mots, en effet, nous secondent mal, parfois même ils nous abandonnent lâchement et cruellement. On peut prendre, par exemple, le cas des mystiques qui tombent qui versent dans l'ineffable ou l'indicible, incapables qu'ils sont, par le vecteur du langage, par le truchement des mots, d'évoquer cette expérience de la rencontre avec le divin qui semble dépasser, d'ailleurs, évidemment, tout énoncé observable. Dans cette première sous-partie de ce grand 2, donc pour Hegel, nos sentiments, qui sont par principe là encore mal rendus par la possibilité expressive de la langue, sont en fait confus, ils manquent de réalité pour pouvoir être exprimés pleinement ou à bon droit par le langage qui est toujours en deçà d'eux. Le deuxième axe porte donc sur cette structure ambiguë de la langue et nous renvoie du côté d'une impossibilité de fait, puisque si on en croit Aristote dans ses réfutations sophistiques, nos paroles effectivement pourraient nous trahir au sens où nous serions dans l'incapacité, là encore par le vocabulaire, d'échapper à la ressemblance du discours à la réalité. Et Aristote rappelle assez clairement que toute l'erreur vient de la ressemblance, et la ressemblance, dit-il dans ce texte, vient du discours. Enfin, un dernier axe un peu plus linguistique qu'on trouve donc développé notamment par Wittgenstein, c'est l'idée qu'il y a au sein de la langue une double équivocité, celle d'abord lexicale, c'est-à-dire qu'à un même signifiant, on peut faire correspondre plusieurs signifiés. Par exemple, mer ne dit pas la même chose selon qu'on évoque l'élément aqueux, maritime, océanique ou maternel. Et il y a également une équivocité syntaxique qui tient au fait que
En définitive, un même mot peut désigner plusieurs manières d'être traduite. On peut penser d'ailleurs à ce que être peut signifier, c'est à la fois une copule, un signe d'existence ou encore une égalité. Et Wittgenstein rappelle que c'est là l'origine, dit-il, de toutes les confusions fondamentales, y compris au sein du corpus philosophique. Alors troisième partie, moment de la synthèse impossible, nos paroles ne nous trahissent pas du tout. À travers trois axes, on peut rappeler la réduction à l'univocité mise en avant par Noam Chomsky dans sa grammaire générative. Ensuite, envisager en quoi les énoncés par principe sont dépourvus de sens, c'est la position du positivisme logique d'un Carnap par exemple. Enfin, indiquer en quoi, chez Karl Popper, notamment dans la logique de la découverte scientifique, les questions de mots, les querelles de mots sont sans importance. Le deuxième axe porte donc sur cette structure ambiguë de la langue et nous renvoie du côté d'une impossibilité de fait, puisque si on en croit Aristote dans ses réfutations sophistiques, nos paroles effectivement pourraient nous trahir au sens où nous serions dans l'incapacité, là encore par le vocabulaire, d'échapper à la ressemblance du discours à la réalité. Et Aristote rappelle assez clairement que toute l'erreur vient de la ressemblance, et la ressemblance, dit-il dans ce texte, vient du discours. Alors, sur ce premier axe, Noam Chomsky nous rappelle dans la linguistique cartésienne, son texte de référence, la thèse selon laquelle il y a une univocité fondamentale du langage. Notre auteur distingue en fait deux axes, dit-il, il y a une structure en profondeur qui est univoque de la langue, et puis s'ajoute à cette structure en profondeur une structure dite superficielle, de surface, où l'équivocité peut avoir lieu, ce qui pour Chomsky laisse entendre que les ambiguïtés de la langue sont secondaires, elles sont artificielles. Carnap, de son côté, dans son texte de référence, La science et la métaphysique devant l'analyse du langage, critique le discours quand il ne se soumet pas à la vérification, ce qui est le cas du discours ordinaire, à la différence évidemment du discours du positivisme logique. Le discours, selon Carnap, porte souvent sur des mots vides, des énoncés dépourvus de sens. Ce sont ceux-là même dont abuse d'ailleurs à ses yeux la métaphysique. Carnap prend l'exemple de la phrase d'Heidegger qui dit, selon les traductions, le néant néante ou le néant néantise. Pour lui, ce sont des énoncés qui ne sont ni vrais ni faux et qui ne font pas l'objet donc d'un énoncé d'observation expérimentale. Et donc on n'a pas à en tenir compte et en aucun cas ces mots ne peuvent nous trahir puisqu'ils sont incapables de traduire en effet cette logique d'une vérification de type logique. Troisième et dernier axe, donc, dans ce temps, Popper, dans la logique de la découverte scientifique, soutient pour sa part que les questions de mots, en fait, sont dépourvues d'intérêt. Les mots, certes, servent à exprimer les théories, on les utilise dans ce sens, mais ils ne servent aucunement à constituer ces théories. La preuve, on peut traduire certains concepts scientifiques ou certaines expérimentations à travers la diversité des langages indo-européens. Ainsi, la langue ne doit pas nous piéger, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. D'ailleurs, Popper soutiendra, quand il évoque sa théorie de la falsifiabilité, que plus une théorie scientifique est détachée du langage ordinaire, plus elle est précise. En ce sens, dit-il, dans ce texte, il faut ne jamais prendre au sérieux, dit-il, tout ce qui est relatif aux querelles de mots ou aux problèmes de définition. Le savant doit aller au-delà afin de viser la vérité qui est méta-langagière. Alors mon conseil pour terminer, il est important dans la plupart des sujets de distinguer donc d'un côté le langage au sens large, ce qui englobe tout code, tout système de signes utilisé pour établir une communication, le langage gestuel, formel ou symbolique, et d'autre part le langage au sens strict, c'est-à-dire l'ensemble de la langue, le système de signes et de la parole, c'est-à-dire l'acte par lequel un sujet effectue des énoncés déterminés à partir des possibilités que lui donne la langue.